Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous avez apprécié la conférence de Devox France. Aujourd'hui, on va parler sur un sujet un peu spécial, qui est le React Server Components. J'aimerais bien faire un petit sondage avant de commencer. Qui parmi vous travaille ou bien déjà travaillé avec React? Je trouve ces résultats sont bons parce que le titre déclare déjà qu'on va discuter aujourd'hui sur React. Et du coup, avant de commencer, j'aimerais bien me présenter. Je suis Kautar Choubari. Je suis développeur front-end. Je travaille principalement avec du React. Je fais parfois du développement mobile avec React Native et je suis active en fait dans la communauté, soit en donnant des conférences ou bien des talks ou bien aussi des trucs à propos du Next.js et aussi sur React. N'hésitez pas à consulter mon site web, vous allez trouver tous les supports de cette présentation. Et on va commencer. Du coup, avant de entamer pour moi n'importe quel sujet, j'aimerais bien, avant de le comprendre, de poser plusieurs questions et de les entamer afin de comprendre une telle problématique. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui pour les React Server Components. On va essayer de répondre à ces questions-là, le pourquoi, c'est quoi, comment et après. Et ma question la plus appréciée ici, c'est le pourquoi. Parce que si on comprend l'existant, le contexte et les raisons, on peut avoir des arguments et défendre une telle fonctionnalité, pourquoi elle était introduite dans le marché. Et parfois, les réponses de pourquoi nécessitent aussi un autre pourquoi. Et du coup, j'essaie aujourd'hui de vous répondre sur pourquoi les serveurs components ont été introduits. Donc, si on part un peu de l'historique, React, notre librairie la plus préférée, a été introduit pour créer des interfaces utilisateurs et pour répondre aux besoins de marché, parce que écrire du code avec HTML simplement ne permet pas, par exemple, la réusabilité du code ou autre utilité que React a introduit. Et du coup, React, comment il a fonctionné au début, c'était à travers le client-side rendering. Donc, en gros, le concept de client-side rendering, c'est qu'on a un serveur qui héberge notre code React. Après, lorsqu'on va appeler une page web dans notre browser, on va appeler directement notre serveur qui va envoyer une réponse par la suite. Et notre browser va télécharger le JavaScript nécessaire, il va exécuter React dans le browser. Et après, donc tout ça qui doit s'exécuter dans notre client, qui est le browser, et avant d'avoir un rendu final, on est face à une page vide, une page blanche, avant d'afficher notre page. Et du coup, là, qu'est-ce qui a permis par la suite? C'est que ça a été lourd, ça a été l'enfer d'être face à une page blanche en attendant des résultats de serveur afin d'afficher toute la page et tout le rendu à la fin. Et ça permet, on a vu que React a résolu quelques problèmes et il a introduit d'autres. Et en termes de business, ce qui compte pour les entreprises, il y avait des études qui ont été faites que lorsque la page est très lente, ça impacte le taux de conversion d'un business. Et du coup, React a introduit un nouveau modèle de rendu qui s'appelle le server-side rendering. Et c'était très lourd de l'implémenter sur React tout court. Du coup, d'autres frameworks comme Next.js, Remix et Gatsby ont essayé d'implémenter le server-side rendering avec avec une manière très simple, en fait. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que comment fonctionne le server-side rendering? C'est que on a tout début notre serveur qui héberge le code React. Après, on a notre browser qui est le client qui va appeler notre serveur pour recevoir la page. Ce qui se passe, c'est que le serveur va exécuter cette page dans le serveur. Il va envoyer au browser un rendu HTML pour l'afficher au début, pour ne pas tomber sur une page blanche. Mais il va envoyer quand même des scripts, du JavaScript et un bundle pour qu'il soit exécuté dans notre client et pour rendre en fait notre page interactive et récupérer les données d'une API ou bien d'une base de données. Et à la fin, on fait une hydratation pour que notre page soit interactive. Donc, si on souhaite comparer les deux et illustrer,
Donc ça, c'est la même page, par exemple, à travers le client-side rendering et le server-side rendering. La première option, on va tomber sur une page vide et après, on va afficher tout à la fois. Donc là, on remarque que c'est juste les images qui sont en train d'afficher. Mais en gros, le rendering se fait après les fetch des données de l'API et après tout. Par contre, pour le server-side rendering, on va quand même afficher au début une page qui contient du contenu statique et les rendus de la base de données ou bien de l'API vont être faits dans le background. Et en attendant ça, à la fin, on va avoir une hydratation pour que notre page soit interactive. Et du coup, en comparant rapidement le client-side rendering avec le server-side rendering, on a les Core Web Vitals qui sont des métriques de performance pour mesurer la performance des pages web. On peut trouver que la seule comparaison entre les deux, c'est qu'on va avoir un rendu dans le server-side rendering au début, au contraire du client-side, qu'on va avoir le métrique du first paint, qui est un peu en retard par rapport au server-side rendering et pour ne pas tomber sur une page blanche comme j'ai mentionné. Alors, même si le server-side rendering a essayé de résoudre le problème de tomber sur une page blanche pendant longtemps et en attendant les fetch de tous les API, le rendu final qu'on a eu avec le server-side rendering n'est pas interactif. On a besoin de quand même attendre que la hydratation soit faite pour qu'on interagisse avec notre application. Ainsi qu'on a réduit un peu le bundle JavaScript qui est envoyé au client, mais quand même, on n'a pas résolu le problème à 100%. Donc, on a quand même une page statique affichée au début, et on a dans le background des scripts JavaScript qui sont exécutés dans le client, pour rendre la page interactive et récupérer les données, par exemple, d'une telle API. Il y a aussi un autre problème qui est le client-server waterfalls. Et en fait, ce problème-là, on peut le définir simplement avec ce graphe. C'est qu'on a un component qui est le parent, qui va appeler un autre component. Et du coup, le problème qui se pose, c'est que avec soit le client-side rendering, soit le server-side rendering, si on va prendre un exemple d'une page web qui contient une dashboard. Donc, notre page web, c'est A. Après, pour afficher le dashboard, on va récupérer les informations d'un utilisateur connecté. Donc, on va faire un fetch. La dashboard elle-même doit faire, après avoir reçu les informations de l'utilisateur, doit faire un autre fetch pour récupérer, par exemple, les détails de ce client-là, son adresse, son mail, etc. Et on va par la suite faire un nouveau fetch pour récupérer, par exemple, la liste de messages ou bien des utilisateurs connectés ou un truc comme ça. Donc, pour qu'on reçoive une page A à la fin, qui est notre page qui contient la dashboard, on doit attendre le petit enfant qui soit exécuté. Donc, on doit attendre que tous ces fetches-là doivent être exécutés afin de les afficher à la fin. Donc, ça, c'est un problème qui était dans le client-side rendering. Le server-side rendering, il n'a pas totalement le résoudre parce que quand même, on a du bundle JavaScript qui doit être exécuté. Et du coup, on doit attendre beaucoup pour avoir une page interactive à la fin. Alors là, lorsqu'on a compris un peu le contexte, les problématiques que le server-side rendering a résolues, ainsi que les problématiques que le server-side rendering n'est pas suffisant, on va un peu comprendre les motivations, pourquoi les server components ont été introduits. Donc, la première chose, c'est la vitesse. Donc, on souhaitait envoyer au client le minimum du JavaScript possible pour que la hydratation s'effectue rapidement et que pour notre application soit rapide et interactive. Le deuxième problème, c'est la même chose. En fait, on souhaitait des applications rapides avec React. Et du coup, pour les rendre rapides, on doit minimaliser le JavaScript qui doit être exécuté côté client sur notre navigateur. Il y a aussi un autre problème, c'est que le problème du caching.
comment, avec le server-side rendering, on peut faire du caching. Donc, il y avait des solutions faites sur ce point-là, mais ce n'était pas suffisant. En fait, on voulait faire une nouvelle approche de caching pour ne pas faire beaucoup de traitements côté serveur et de récupérer les données directement d'un Content Delivery Network. Enfin, il y a le point de la confiance. Donc, pour ce point-là, je peux dire que on souhaitait avoir des composants qui sont assez sécurisés. Par exemple, là, avec le client-side rendering, on a tout le code de l'application qui est envoyé au client, qui est envoyé au browser et qui est exécuté. Donc, on peut facilement faire du reverse engineering pour comprendre toute la logique métier de notre application. Et parfois, si on n'est pas trop conscient, on peut même envoyer des clés d'API ou bien des trucs qui sont assez sensitifs. Et finalement, puisqu'on souhaitait faire tout côté serveur, et notre base de données est aussi côté serveur, pourquoi pas interagir avec notre base de données directement? Donc là, après avoir compris un peu les motivations du Server Component, je vais bien entamer comment fonctionnent les Server Components. Donc là, comment fonctionnent les Server Components, c'est qu'on aura un composant qui est écrit dans notre code base React qui est hébergé dans un serveur. Et lorsqu'on va appeler depuis notre browser une route, bah, on ne va pas envoyer le code, on va envoyer juste le résultat, ce que donne ce code-là en termes de balises HTML. Et du coup, ce que permet les Server Components, c'est que dans notre code base, on aura un minimum de JavaScript parce qu'on va envoyer à la fin juste les balises HTML. Donc, on ne va pas envoyer du JavaScript pour les Server Components. Et aussi, il y a un autre point, c'est qui est la séparation des bundles qui va être faite automatiquement. Donc, on va voir ça par la suite dans la démonstration. Donc, là, j'aimerais bien entamer l'exemple du waterfall qu'on a vu. Donc, avant les serveurs components, on a le client qui va appeler une page web. Après, ce qu'on va envoyer côté serveur, c'est qu'on va envoyer tout le code de l'application. Ce code, malheureusement, contient des waterfalls. Donc, ce qui se passe là, c'est que le composant A va faire son fetch depuis le serveur. On va recevoir le fetch du composant A. Et on va trouver, oh, on a un composant B qui nécessite aussi un fetch. Donc, on va faire un deuxième fetch. Et le troisième, et ainsi de suite. Par contre, avec les serveurs components, donc on a le client qui va appeler notre serveur. Le code est déjà dans notre serveur, ça va pas être transféré au client. Et du coup, le waterfall va être géré côté serveur. On va faire tous les fetches possibles. Et à la fin, on va envoyer juste le rendu final. Donc là, ça va permettre un peu de minimiser le code JavaScript qui doit être exécuté dans le côté client. Et on va envoyer au client juste le résultat final. Il y a des limitations pour les serveurs components, notamment puisque le code va être exécuté côté serveur, donc ce n'est pas côté client ou bien browser. Ça manque l'interaction du client en fait. Les hooks, comme les use state, use effect, ça dépend en fait de chaque utilisateur, comment fonctionne avec notre application. Donc, puisque le code est exécuté côté serveur et on va envoyer juste les balises HTML finaux, on n'a aucune idée sur le comportement du client avec notre application. Ainsi, on ne peut pas avoir des informations sur les browser APIs, par exemple les clics de souris, les inputs de clavier, etc. Donc, en globalité, ce que vous devez retenir, c'est que dans les serveurs components, on n'a aucune idée sur les interactions de nos clients. Et là, je vois de votre visage que vous avez des doutes et des questions. Comment on va gérer les interactions avec ces server components? Ben, en gros, il y a un nouveau concept, c'est qui est les client components. Donc, en gros, avec React, ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez écrire des components. Si vous décidez qu'un component va être exécuté côté serveur, ça va être server component. Mais si ça nécessite une interaction avec l'utilisateur, ça va être un client component. Et du coup, la question, comment séparer entre les deux et comment définir un client component et un server component? La réponse est simple,
Pour les client components, on doit ajouter la directive useClient dans le débit de notre fichier. Donc, automatiquement, lorsqu'on va détecter cette première ligne useClient, on va automatiquement dire que ce component-là doit être exécuté dans le browser. La deuxième question qui se pose, c'est comment une page peut contenir à la fois des client components et des server components. C'est simple. Il y a l'arborescence de React, le Virtual DOM, qui contient à la fois des server components et des client components. Et en exécutant notre code, ce qui se passe, c'est que pour les server components qui sont en orange, vont être exécutés côté serveur. Et lorsqu'on va envoyer le résultat final au browser, pour les server components, on va envoyer le rendu final. Pour les client components, on va envoyer les scripts JavaScript dans notre bundle qui vont être exécutés séparément. Et pour la hydratation qui se fait à la fin pour rendre la page interactive, ça va concerner que les client components au lieu de faire une hydratation totale sur toute la page. Là, je vois de votre visage que vous avez des questions. On va prendre un exemple comment ces deux types de composants peuvent coexister dans une seule page. Prenons un exemple d'une page d'un blog post. On a la page en globalité qui est un server component, c'est en orange, et en bleu, c'est les client components. Donc, on a une tab bar qui nécessite des boutons, donc des interactions avec les clients. Donc, on va les définir comme client components. Par contre, pour le post ne nécessite pas des interactions. En fait, on va afficher juste le contenu d'une base de données de post. Donc, on peut faire le fetch des posts dans notre serveur, puisque ça ne nécessite pas une interaction avec le client. De même pour les commentaires. Par contre, si on a des likes ou bien des boutons pour interagir avec chaque commentaire, on va mettre que le bouton en client component et son parent. Et le commentaire en tant que tel, ça va être exécuté dans le serveur. Donc là, je pense, et j'espère que cet exemple va être un peu utile pour que vous compreniez un peu la différence. Et si vous souhaitez implémenter les server components dans votre projet, de différencier entre les use cases de chaque type. Donc là, actuellement, pour utiliser les server components, on doit passer par Next.js, et plus précisément à partir de la version 13.4. En fait, je trouve que c'est un avantage injuste parce que ce qui se passait, il y avait un talk hier à propos sur le même sujet en fait. Ce qui se passe, c'est que la core team de React, il y a des membres dans la core team qui travaillent à la fois sur le framework Next.js. Donc, ce qui se passe, c'est qu'ils ont conscience en fait, des nouvelles fonctionnalités React, et ce qui implique qu'ils vont l'implémenter rapidement dans Next.js, qui est basé en dessus de React. Par contre, les autres frameworks React, comme Remix ou bien Gatsby, vont attendre un peu la doc pour pouvoir intégrer les serveurs components dans leur projet. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre le même exemple qu'on a fait du blog post pour comprendre un peu comment on peut définir à la fois les client components et les server components dans un seul projet. Donc là, ce QR code va vous diriger vers le code GitHub, que vous pouvez le voir. Et moi, je vais le présenter maintenant en live. Donc, je vais juste vous montrer un peu le rendu final. Donc ça, c'est notre blog post. On a ici un bouton pour les likes, par exemple. On a la liste des posts. Et après, en cliquant sur chaque post, on a le post en tant que tel, on a les commentaires et on a, par exemple, un like ici pour chaque post. Juste avant de voir, ou bien on va voir en fait le code. Ce qui se passe, c'est que j'ai le navbar ici, j'ai les children qui va être ma page, ma home page, qui va contenir des posts. Donc tout ça, c'est des serveurs components. En fait, j'ai oublié d'introduire qu'à partir de la version 13.4 dans Next.js, tous les composants que vous allez écrire sont par défaut des serveurs components. Donc en fait, la logique, c'est que n'importe quel composant que vous allez écrire, c'est un serveur component. Lorsque vous aurez besoin des interactions, par exemple des use state, use effect ou bien des clics de boutons, etc., vous allez ajouter la directive de use client. Si vous ne l'ajoutez pas, vous allez avoir une erreur que vous essayez de faire des interactions dans un serveur component et ce qui n'est pas valide. Donc là, par défaut, ma page d'accueil, c'est du serveur component. On appelle ici les posts.
Donc, dans les posts, je vais faire un fetch de tous les posts, en fait. Et après, je vais faire un lien pour afficher chaque post séparément lorsqu'on clique dessus. Donc, là, sur chaque post, je vais faire un fetch de le post en tant que tel pour récupérer les informations de chaque post et ainsi récupérer les commentaires de chaque post. Donc, comme j'ai dit, là, c'est aussi un serveur component. Donc, on peut faire des appels API tranquillement. Il faut juste pas dire que c'est un serveur component. En fait, je peux même passer une clé API ici et ça ne va pas poser problème. Mais c'est recommandé de passer par des variables d'environnement. Pourquoi j'ai dit qu'on peut même passer une clé API et il ne va pas poser de problème, c'est parce que dans les serveurs components, à la fin, je vais envoyer juste les balises HTML finales et on ne va même pas avoir une idée sur le lien de l'API qu'on a appelé. Donc ça, c'est très bien pour sécuriser votre code. De même pour la logique ici, ça ne va pas être envoyé au client, donc ça va être tranquille côté sécurité. Et là, je vais appeler le composant du commentaire qui est aussi server component, mais on a dans chaque commentaire, on a notre counter qui est un client component parce qu'il utilise un useState. Donc, pour faire des interactions, comme j'ai dit, on doit juste simplement ajouter un useClient. Et comme vous voyez maintenant, j'ai presque utilisé un client component juste une seule fois parce que j'en aurais besoin pour mon counter. Mais par défaut, tous les autres composants sont des serveurs components parce que je n'ai pas besoin des interactions en fait. Un autre truc que je voulais vous montrer, c'est que côté navigateur, on peut juste voir, je vous ai dit qu'on envoie le rendu final en fait, au browser. Je vais juste vous montrer un peu le résultat de ce rendu final qui est envoyé par les serveurs components. En fait, c'est un objet JSON qui contient, là c'est mal formaté, mais en fait qui contient toutes les informations. Et du coup, comme je vous ai dit, on n'a aucune idée sur quelle API a été envoyée pour récupérer ces données-là. Du coup, il y a aussi un autre truc intéressant, c'est que avec React, il y a une fonctionnalité qui s'appelle le lazy loading. Donc par défaut là, vous allez voir que j'ai chargé juste 6 posts, mais lorsque je dois actualiser la page. Mais en scrollant, je vais récupérer les autres composants. Donc là, ça permet en vrai d'afficher que les trucs nécessaires et d'éviter, comme j'ai dit, d'avoir des problèmes de performance dans notre page et d'envoyer des composants qui ne sont pas nécessaires pour l'utilisateur. Il y a aussi un truc que je voulais vous montrer. J'ai inséré des console logs ici. J'ai inséré un console log dans mon counter qui est un client component et j'ai inséré un console log, je pense ici, dans mon serveur component. Donc, je vais actualiser ma page. Je vais partir sur un post. Et là, vous allez voir les console logs de chaque counter parce que, en fait, le counter est affiché pas mal de fois dans la page. Et on va voir ici le terminal du serveur qu'on a que le console log qui était dans le serveur component qui est celui du commentaire. Par contre, pour le client component qui est le counter, on a le console log à la fois dans le serveur et à la fois dans le client. C'est juste pour ne pas oublier que les client components, ça exécute à la fois côté serveur et côté client. Par contre, les serveurs components, ça exécute que côté serveur. Je voulais aussi vous montrer un truc. C'est qu'il y a une limitation introduite avec les serveurs components. C'est en fait la manière dont on importe les client components. Donc, il faut juste ne pas oublier que dans les serveurs components, pour importer un serveur component au sein d'un client component, il ne faut pas l'importer directement comme ça. En fait, il faut le passer au sein du props à travers les children du props.
et faire un wrapper d'un autre client component, en fait, directement appeler le serveur component comme children du client component. Et je vous explique pourquoi il y a cette contrainte-là. C'est parce que les composants, les serveurs components, comme on a dit, sont exécutés côté serveur. Et du coup, on a dit que les client components nécessitent une interaction, donc ils vont être re-render à chaque fois. Et on ne voulait pas, à chaque re-render de notre client component, un render sur les serveurs components va être effectué. En fait, ça n'a pas de logique parce que les serveurs components ont été introduits pour qu'ils soient render d'une seule fois et envoyer le résultat final. Et du coup, ça n'a aucun sens de re-render ce serveur component à chaque fois on a un clic sur un bouton ou autre. Il y a un autre truc, c'est que si on appelle dans notre serveur component une API ou bien une base de données, on ne va pas appeler cette API à chaque fois un clic sur un bouton ou bien sur un client component se pose. C'est pour ça, on peut dire que c'est un workaround pour la manière d'importer en fait des serveurs components au sein des client components. Il faut les passer comme props et children au lieu d'importer directement comme ça les serveurs components. Du coup, pour récapituler un peu, les serveurs components, comme on a dit dans Next.js, c'est par défaut introduit dans votre projet. Mais comme vous avez compris un peu, tout ce qui concerne interaction avec l'utilisateur, vous le passez côté client. Tout ce qui est autre interaction avec la base de données, l'API, même enregistrer votre secret ou bien autre, ça peut se faire côté serveur tranquillement. Vous pouvez trouver cette capture d'écran, je l'ai pris de la doc du Next.js. Alors là, je vais entamer un petit peu une problématique, c'est que là, ça devient un peu trop avec les serveurs server-side rendering et les serveurs components. Ça m'a pris un peu du temps pour comprendre en fait la différence entre les deux. Et du coup, je vais le résumer pour vous. En fait, la problématique, c'est qu'il ne faut pas se concentrer sur le mot serveur, puisqu'il existe sur les deux. Mais il faut se concentrer sur le dernier mot qui est rendering et component. Donc la différence, en gros, c'est que les serveurs components ça concerne que les composants en tant que tels. Par contre, le server-side rendering, c'est une stratégie pour toute la page. Je vais vous expliquer un peu rapidement. Donc, le server-side rendering, comme j'ai dit, ça concerne toute la page et ça va exécuter la page pour envoyer en fait le fichier HTML statique qui contient le rendu de toute la page. Mais dans le background, il y a encore des appels qui ont été faits pour chaque composant. Par contre, pour les clients, pour les serveurs components, donc c'est une méthode de rendering pour chaque component. Et du coup, on va envoyer juste les résultats finaux de chaque composant. Et du coup, il ne faut pas confondre les deux. En fait, il est recommandé d'utiliser les deux dans un seul projet pour maximiser le profit des avantages des deux. Mais il faut prendre ça en considération que ce n'est pas la même chose. Et après, qu'est-ce qui passe après les serveurs components? Quel est le feature? Quels sont les challenges de cette nouvelle fonctionnalité? Donc, j'aimerais commencer par la complexité. J'espère qu'à travers cette présentation, ça a été un peu clair pour vous. Pour moi, ça m'a pris un peu du temps pour séparer les trucs en lisant la doc et en lisant des articles. Il y a aussi, comme j'ai dit, les limitations d'import. Ça ajoute un point en fait de plus pour la complexité. Il y a tout ce qui concerne les accès aux browser APIs, les local state, les hooks, les clics, tout ça. En fait, c'est logique puisque la solution en tant que telle, c'est qu'on va exécuter du code côté React, éviter d'envoyer ce code-là au browser et envoyer à la fin juste le rendu final. Du coup, puisque ça se fait côté serveur, on n'a aucune idée sur ce qui se passe côté client, côté browser, ce qui fait l'utilisateur à la fin dans notre application. Donc, je peux dire que ça peut ajouter une couche de complexité, mais il faut juste séparer en fait quand est-ce que vous allez utiliser un client component et quand est-ce que non. Il y a aussi un autre point concernant la compatibilité avec les librairies. Donc là,
Pour le moment, il y a beaucoup de projets dans notre écosystème qui essaient d'implémenter cette nouvelle fonctionnalité que les serveurs components et pour adapter les librairies open source. Ce qui se passe maintenant, c'est que si vous utilisez une de ces librairies, bah, la liste n'est pas exhaustive. Ça contient aussi, par exemple, Tailwind, CSS, Storyblock, etc. Donc, si vous utilisez l'une de ces librairies dans votre projet, on est sûr que le rendu final, après l'utilisation de cette librairie, on va envoyer juste l'HTML final et on ne va pas envoyer du bundle JavaScript. En fait, c'est ça le concept, c'est que les serveurs components avec ces librairies-là vont pas envoyer du bundle JavaScript au client. Il y a d'autres librairies, malheureusement, par exemple Material UI, qui ne supportent pas encore les serveurs components. Et du coup, pour les utiliser, on doit ajouter la directive de useClient au début de notre fichier. J'espère à la fin, il y aura une compatibilité pour ces librairies-là. Mais ça reste des efforts pour les maintainers de ces librairies pour faire l'effort de compatibilité. À la fin, il y a aussi Remix, le framework qui était créé en dessus de React et qui est le concurrent de Next.js. La compatibilité avec les serveurs components, c'est un projet en cours et j'espère que ça va être livré prochainement. Et du coup, à la fin, on peut dire que React, on peut l'utiliser côté full stack, pas seulement le front-end, puisqu'on peut faire beaucoup de choses côté serveur, on peut appeler l'API. On peut faire des interactions avec la base de données directement. Donc, il y a pas mal de projets en fait, open source dans la communauté qui sont full stack juste avec React. Et on écrit à la fois dans la même codebase du code front-end et back-end. Il y a aussi les server actions qui sont des fonctions qui vont être exécutées côté serveur. Je vous laisse de chercher un peu plus comment ça fonctionne. Et merci pour votre attention. J'ai laissé à la fin un formulaire pour le feedback. J'aimerais bien avoir votre feedback sur cette présentation. Et comme j'ai dit, tous les supports de la présentation, vous allez trouver sur mon site web. Je vous montre rapidement. Vous allez trouver ici, plus précisément dans Devoxx France, vous allez trouver les slides, le code et la démo. Merci pour votre attention.